Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Aujourd'hui, je rencontre Milosav Botela, qui se qualifie lui-même de transfuge de classe. Il a d'ailleurs publié récemment un ouvrage pour raconter son parcours. Il nous reçoit dans son appartement, situé juste en face du Palais de l'Élysée, à Paris. Bonjour Milosav Botela, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Anne-Cécile. J'aimerais qu'on fasse ensemble un voyage dans votre ascenseur social, Milo. Et je voudrais que vous vous regardiez dans le miroir et que vous me disiez qui vous êtes. Alors dans ce miroir, je vois Milosav Botela, tout le monde m'appelle Milo. J'ai 52 ans, j'habite à Paris, je suis directeur commercial. J'ai fait plusieurs sociétés, toujours dans le domaine du laboratoire, et actuellement c'est de la vente de microscopes chez Leica. Alors dans la vie personnelle, je vois autour de moi mes deux enfants. J'ai une fille qui a 20 ans, un garçon qui a 17 ans, et leur maman avec qui je suis séparé, mais qui est dans mon environnement, on va dire personnel, très fort. Votre rez-de-chaussée, c'est quoi? Vous partez d'où dans la vie? Alors le point de départ, il est assez simple. Je suis un fils unique. Je suis né en 1971, donc début des années 70. Mon père... À quel endroit? À Maisons-Alfort, en région parisienne. J'ai grandi dans l'est de la région parisienne. Le premier appartement où j'ai grandi, c'est Saint-Maurice, juste à côté du bois de Vincennes. Donc ma mère, en fait, est une immigrée. Elle vient de Serbie. Elle est l'aînée de 6 et elle est passée d'un pays à l'autre en faisant des petits boulots, sans savoir parler la langue. Et elle rencontre à l'usine mon père, qui est un ouvrier, qui lui est né en France, d'origine espagnole, passé par l'Algérie, donc ça fait un mélange. Donc c'est des Espagnols pieds noirs, on va dire. Et tout ça se mélange et ça donne moi, qui arrive un 26 avril 1971. Donc vos parents étaient ouvriers tous les deux? Oui. Et donc, quels souvenirs vous avez de votre enfance? Alors, souvenirs contrastés, beaucoup d'amour de la part de ma mère, beaucoup de joie au niveau de mon père. Néanmoins, en fait, des conditions sociales très très détériorées, pas de capital culturel et surtout donc deux parents ouvriers. Mon père qui boit pour oublier en fait un premier divorce, qui a quelquefois de la violence avec ma mère, quelquefois un peu avec moi, mais pas trop, mais surtout avec ma mère, et qui dépense en gros l'argent du couple durement gagné. Ma mère qui travaille comme elle peut, mais qui parle pas très très bien la langue et qui est ouvrière et qui fait des petits boulots. Donc ça c'est le point de départ. Néanmoins, ce qui est important, c'est que nous sommes une poche de pauvreté entourée de bourgeoisie. C'est-à-dire qu'on est à Saint-Maurice, au plateau, à côté du bois de Vincennes, et partout autour, c'est plutôt une classe moyenne élevée, CSP+ aussi. Et nous, en fait, on est une anomalie, puisqu'on vit dans un tout petit appartement qui est plus petit que l'appartement de la concierge qui est juste à côté, avec une seule pièce en enfilade, on va dire, avec une petite séparation. Donc, on va dire qu'il y a un lit pour mes parents. Moi, je dors à côté d'eux quand je suis tout petit. Puis après, j'ai une promotion, puisque je dors dans le canapé qui est dans la salle d'à côté. Comme ça, je les laisse tranquilles. Mais en fait, on a deux salles, mais qui fait un total de peut-être 30 mètres carrés. Pas grand-chose, pas d'eau chaude non plus. Pas d'eau chaude. Alors en fait, on a l'eau chaude partout, sauf que j'ai compris plus tard que mes parents pouvaient pas la payer. Donc il y a des coupures régulières.
Mais techniquement, il y a de l'eau chaude dans tout le bâtiment. Mais chez moi, en fait, je sais qu'on n'en a pas. Et jusqu'à 11 ans, puisque je quitte cet appartement quand j'ai 11 ans, on fait chauffer de l'eau en fait dans une petite casserole ou dans une bassine pour se laver, etc. Parce qu'on n'a pas d'eau chaude. Bienvenue dans l'ascenseur. Et alors l'école à cette époque, comment ça se passe? Vous êtes où à l'école? Alors je suis à Saint-Maurice. L'école à l'époque, alors pour bien séparer les choses, ma mère m'apprend tout ce qu'elle peut m'apprendre parce qu'elle a en tête d'aller à l'école. Ma mère n'est jamais allée à l'école. Exactement, elle y est allée 3 fois dans sa vie. Elle a échappé d'un pays, d'une situation en fait où elle était l'aînée, où quand elle rentrait de l'école, son père la battait parce qu'il fallait lui passer l'envie d'aller à l'école. Donc elle a déjà eu des violences au niveau paternel, mais on ne tue pas une idée, on ne tue pas une envie. Et donc ma mère en fait a toujours cette envie d'aller à l'école, mais elle peut pas y aller. Elle a reporté sur vous son désir. Exactement. Donc ce désir en fait est devenu une force quelque part à un moment donné, mais c'était des non-dits parce que étant petit, voilà, je ressens pas ça. Donc l'école en fait au tout début, elle m'apprend ce qu'elle peut m'apprendre, c'est-à-dire à lire l'heure, des choses comme ça, mais comme le capital socio-culturel est très faible, j'ai pas de livres à la maison, j'ai pas de choses à lire très importantes. Donc en fait, je saute une classe au CE1 et puis après ça va être des redoublements. Donc on va dire à Saint-Maurice, jusqu'à ce que j'ai 11 ans, c'est l'école primaire. Et là, j'ai 1 an d'avance quand j'arrive en 6e. Et là, on déménage, on arrive à Charenton, qui est la ville qui est juste à côté. Et c'était justifié comment ce déménagement? C'était pour aller vers un appartement mieux? Comment ça se passait? C'est ça. C'était mes parents avaient demandé en fait au maire des communes voisines la possibilité d'aller dans un HLM. Ma mère avait fini par trouver du travail. Elle était agent de service hospitalier, donc ça s'appelle comme ça, ASH. En fait, elle faisait le ménage, la vaisselle, etc. En fait, dans une maternité. Et mon père travaillait juste à côté, dans l'usine de traitement de l'eau de l'hôpital. Donc en fait, tous les deux étaient titulaires et ils étaient fonctionnaires quelque part. Donc ils avaient peut-être le droit à avoir un HLM, ce qu'on appelait les 3F, en fait, qui était là réservé en fait aux fonctionnaires. Donc ils ont fait des demandes, ça n'a pas abouti, puis à un moment ça a abouti. Voilà. Donc en 82, quand j'avais 11 ans, on est passé à Charenton et on est arrivé dans un HLM. Et pour l'anecdote, la première nuit, on a dormi sur la moquette tellement on était ravis, et il y avait de l'eau chaude quand on tournait le bouton. Donc ça, c'était extraordinaire. Voilà. Vous en gardez un souvenir précis? C'était un moment de bascule. Est-ce que c'est un déclic? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait vous dire que vous allez prendre un chemin différent de vos parents? Non, parce que j'ai 11 ans et je suis trop petit pour penser à ça. C'est un déclic de bien-être, mais c'est pas un déclic mental qui me fait dire allez, autre chose est possible, etc. Pas du tout. La preuve, c'est que je rentre en 6e et je redouble ma première 6e. Et puis plus tard, je redoublerai d'autres classes aussi. Mais en tout cas, quand je rentre en 6e, je redouble déjà. Il faut faire des choix à l'école. Et les choix, je ne les connais pas, on n'a pas les codes. C'est-à-dire que l'école est ma seule voie de sortie. Mais je donne juste un exemple. Mes copains qui font allemand, moi je fais pas allemand. En fait, je sais même pas pourquoi on fait allemand. Mais ils se retrouvent dans des classes où les meilleurs élèves sont dans ces classes-là. Ceux qui font latin, allemand, alors là, c'est les meilleurs. Et nous, on nous le dit pas ça. Donc, moi, je fais anglais. Voilà. Et puis, on verra bien. Donc, voilà. Donc, je redouble ma première 6e et puis après, les choses se mettent un petit peu plus en place. Mais le déclic viendra plus tard. Alors, du coup, vous êtes au collège. Au collège, comment ça se passe avec les autres camarades? Alors, déjà, quand j'étais en primaire, mais aussi au collège, encore une petite anecdote très rapide pour vous faire comprendre. Quand là où on vivait, quand j'avais 7, 8 ans, etc., quand je faisais des anniversaires, j'étais invité. Quand j'invitais chez moi, les copains venaient, mais quand les parents venaient les chercher, ils revenaient plus après. C'est-à-dire que c'était tellement petit ou c'était tellement un peu bizarre de rentrer là que c'était ok, on revient pas. Mais je le comprenais pas comme ça. Mais je voyais bien qu'il y avait un aller, mais pas un retour. Donc ça, je l'ai vécu aussi en 6e, mais moins parce qu'on était en HLM, donc d'autres personnes de ma classe étaient en HLM aussi, et l'environnement en fait était plus correct. Bon, il y avait des parties communes, des choses qui étaient plus normales en fait. Donc j'ai moins vécu ce problème de là où tu habites. Petit garçon, c'était un sentiment d'exclusion, un sentiment de tristesse, d'exclusion. Je détestais les dimanches. Personne ne venait nous voir.
Je détestais les samedis après-midi parce que je faisais pas de sport à l'époque plus que ça, et en plus les copains venaient pas trop. Donc j'adorais les lundis jusqu'au vendredi, bizarrement, mais j'adorais être à l'école, même si j'étais pas extrêmement bon élève, parce que au moins il y avait une vie sociale. Bienvenue dans l'ascenseur. Est-ce qu'il y a un moment où vous voyez une lumière au bout du tunnel? Si je regarde le verre à moitié plein, il y a l'amour de ma mère, c'est tout. Et un environnement privilégié autour. Une mixité sociale dont je bénéficie à plein, parce que je suis le seul à être d'une famille pauvre entourée de personnes d'une certaine bourgeoisie. Là, je le dis avec le recul. Encore une anecdote. Quand je suis en CE2, j'ai un copain à moi qui s'appelle Bertrand, dont les parents vivent dans un petit château. Vraiment une énorme mixité sociale parce qu'on n'a rien à voir l'un et l'autre, mais on est copains. Et il dit à l'institutrice, c'est un adjectif qualificatif. Il le dit avec beaucoup de véhémence, il est content. Et moi, je sais pas ce que c'est, donc je suis content, j'ai un mot en plus, et je rentre chez moi et je dis à ma mère, à mon père, j'ai appris ce que c'était qu'un adjectif qualificatif. Et je me rappelle très bien, je ne mens pas, que ma mère a une larme qui coule, et mon père regarde ses pieds parce qu'aucun ne sait ce que c'est. Mais si j'avais pas été dans cet environnement avec des jeunes comme moi qui savent ce que c'est, qui ont un capital culturel par les parents, etc., j'aurais jamais entendu parler d'adjectifs qualificatifs. Donc c'est juste un exemple pour montrer que la mixité sociale, moi j'en ai bénéficié à fond, et que c'est important parce que ça tire vers le haut. Donc votre question de tout à l'heure, à savoir est-ce qu'à un moment il y a une lueur, elle arrivera plus tard quand je serai au lycée. Mais au collège, oui, quand je redouble en 6e, je suis dans une très bonne classe. Ma 2e 6e, en fait, j'ai une bonne dizaine de personnes qui finiront plus tard, et j'ai gardé des contacts dans des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Donc on avait vraiment une classe solide. Et donc je suis un peu entraîné, mais ça dure pas longtemps. En 4e, ça rechute. Alors certains, comme je disais tout à l'heure, gardent l'allemand et gardent les bonnes classes. Et moi, je prends l'espagnol. Parce que mon nom d'origine espagnole, etc., je me suis dit, tiens, ce sera plus facile. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas dans les codes, c'est que ceux qui sont bons continuent l'allemand. Et ceux qui sont un peu moins bons, en fait, prennent l'espagnol. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc je me retrouve dans une classe beaucoup plus moyenne qu'en 6e, en 5e. Et puis, je commence à grandir, je commence à regarder les filles. Et forcément, je commence à penser à d'autres choses qu'à l'école. Et tout ça fait de moi un élève qui devient beaucoup plus moyen, voire de plus en plus mauvais. Going down. Je suis passé en 3e, puis après en seconde, et en seconde, j'ai encore redoublé, parce qu'à chaque fois que je rentre dans un établissement, je fais 2 années. Mais à la fin de ma première seconde, ma conseillère d'orientation me dit exactement, vous devriez faire un BEP, vous êtes nul. Donc j'entends ça dans la même phrase. Et il y a tout dans cette phrase. Il y a tout va mal. Alors, vous êtes nul, ça se dit pas, et vous devriez faire un BEP parce que vous êtes nul. Donc il y a plein de trucs qui vont pas. Néanmoins, n'essayez même pas de redoubler. C'était pas l'idée. Donc je redouble quand même. Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez, que vous redoublez? Votre mère? Oui, mon père aussi. Mon père, je me rappelle de ça. Un jour, est en train de travailler et je suis à l'usine avec lui et il me dit, tu vois, comme je suis habillé, tout ça, je suis ouvrier, bon. Ça sent pas très bon, tout ça, mais je suis assez fier de ce que je fais, mais bon, si tu peux, toi, faire un jour de plus à l'école, fais-le. Et ce mot-là, en fait, me rentre dans la tête, mais pas énormément parce que je suis un adolescent, mais quand même. Et en gros, il me dit, moi, j'ai pas pu le faire, mais essaye de faire un peu plus. Et ma mère, elle, comme vous l'avez compris, en fait, me pousse derrière en me disant, écoute, si tu peux être 2e, tu peux être 1er, si tu peux être 2e, tu peux être 1er. Donc, en fait, elle veut vraiment que je réalise ce qu'elle a pas pu faire, elle. Donc, les deux me poussent. Et donc, on décide de pousser quand même et dire non, il va redoubler, il va faire sa seconde, une 2e fois. Là, je suis assez moyen et le déclic se fait l'été d'après. L'été d'après, on part pas en vacances. Alors, j'ai oublié de le dire, mais on partait en vacances 1 an sur 2 en moyenne, pour des raisons pécuniaires, financières. Quand on partait en Normandie, on partait 1 semaine et on rentrait. Je détestais les mois d'août parce que j'avais aucun copain et j'ai jamais en vacances. Enfin, j'étais en vacances, mais j'étais toujours là où j'étais. Donc, je redouble et donc le 2e été, il se passe 2 choses. J'ai une de mes cousines qui vient de Serbie, on en reparlera peut-être, mais j'ai de la famille en Serbie, du côté de ma mère, et j'ai une de mes cousines qui est née en France, à Créteil, pas très loin, en région parisienne, qui a grandi jusqu'à 6 ans, qui est repartie avec ses parents en Serbie, et elle revient nous rendre visite cet été-là. Nous, on part pas, on la reçoit. Je me mets à apprendre le serbe, le plus possible, parce que j'apprends pas ça en 3 minutes, mais avec ma mère, on parlait pas serbe, parce que papa parlait pas serbe, donc je m'y remets pour pouvoir parler avec elle. 2e point à noter aussi peut-être, c'est que
Je suis censé en fait lui faire le tour, découvrir un peu Paris avec ma mère, mais pas tout le temps, des fois tout seul. C'est pour ça qu'il faut que j'apprenne à communiquer avec elle. Elle parle pas anglais, moi, il faut que j'apprenne le serbe. C'est la première fois de ma vie, et je le dis, que je vais à Paris. J'ai 17 ans. Je suis à un quart d'heure de bus, de Paris 12e. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ose aller dans Paris, en fait. C'est-à-dire que c'est important aussi, même pour les jeunes de maintenant, on y reviendra peut-être à la fin, mais on a l'impression qu'ils sont juste à côté de Paris, que la culture leur est accessible, etc. Mais en fait, on est dans des noyaux, dans des quartiers, et on vit dans ce quartier-là, on n'en sort pas forcément, on est assigné à résidence, souvent. En attendant qu'elle arrive, je fais du serbe, et puis l'après-midi, je fais pas de sport, donc je reprends un bouquin de secondes, ce qui me tombe sous la main, mathématiques. Je fais un peu de ça, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été bête, j'allais dire un gros mot, j'ai pas compris ça, alors que c'est tout simple, en fait. Et je me mets à travailler, et puis je me mets à aimer ça, je me dis, tiens, si c'est simple, je vais en faire un deuxième, etc. Puis comme je m'ennuie, j'en fais un troisième. Et je reprends, en fait, quelques chapitres, en fait, de maths, quelques chapitres de physique, et quand je rentre en première, je fais un carton. C'est-à-dire qu'en fait, la prof de maths qui m'avait eu 2 ans avant me dit, mais c'est bien vous, parce que là, c'est vraiment super. Et elle est intelligente, elle me dit, puisque vous mettez le doigt dans la réussite, je vais vous donner des exercices en plus, des trucs un peu plus durs, etc. Ah oui. Et elle croit en moi. C'est la première. C'est un an et demi après avoir entendu, vous êtes nul, vous devriez faire un BEP, j'entends, je vais vous donner des exercices en plus parce que vous pouvez y arriver. Et ça change beaucoup de choses. Le déclic, il est là. Après, je suis en banlieue. Être très bon en banlieue, c'est être moyen dans un lycée parisien. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, je le sais pas à l'époque, mais il faut relativiser. Mais je reste très bon en première et en terminale, et j'ai mon bac sans problème, etc. Donc après, ça roule. Mais il y a une censure du corps enseignant qui me dit, attention, elle me le dit pas comme ça, mais tu viens de banlieue, ton 19 ne vaut pas un 19 là-bas. Elle le dit pas comme ça, mais maintenant je le sais. Donc elle le pense. Mais ça m'empêche pas d'essayer, et donc j'essaie de rentrer en prépa. Et donc vous rentrez en prépa au lycée lycée Saint-Louis à Paris. Donc c'est en plein milieu du quartier latin. Et l'été, avant de rentrer au lycée Saint-Louis, je sais tellement pas ce qui m'attend que je prends le bus pour y aller. Et je m'achète un pantalon au mois d'août, juste pour aller voir. Je m'achète un pantalon spécial à pince à C&A. Alors je suis désolé, mais c'est vrai parce que c'était mon fournisseur de l'époque. Mais bon, j'ai pas l'habitude en fait. Et j'arrive là-bas, je vois un bâtiment qui est magnifique. Quand je passe devant, maintenant, je suis toujours, je trouve super, en face de la Sorbonne. Et je sais pas, je sais que je rentre dans un nouveau monde, mais je sais pas ce qui m'attend. On est 44, je suis 42e au classement. Il y a 2 personnes qui m'ont fait la gentillesse d'être un peu moins bien classées que moi, quand même. Je suis le seul boursier. J'ai des jeunes autour de moi qui sont brillants, mais à un point que je n'osais pas imaginer, et qui sont préparés à ça depuis des années. Donc moi j'arrive, je suis en terrain miné, et eux ils sont en terrain de jeu. Et après je passe les concours. Et la première année où je passe les concours, j'ai eu 0 concours, aucun. On a le droit de redoubler. Et donc la deuxième année, j'ai eu un concours et je suis rentré en école d'ingénieur. Bienvenue dans l'ascenseur. Et vous n'avez pas senti justement la difficulté des codes sociaux dans cette prépa plus que au lycée? Si, c'est pas mon monde. Socialement, c'est pas mon monde. Je suis pas habitué, mais j'ai appris à m'habituer. En fait, c'est quelque chose que je pense développe des qualités plus tard. C'est que vous apprenez à non pas être un caméléon, mais à vous adapter, voire à vous suradapter. Donc je me suis déjà adapté tout petit. J'étais fils unique, donc j'étais observateur. Donc j'étais jamais vraiment chez moi, donc je me faisais inviter. Donc il y a cette idée de se faire inviter aussi. Il y a cette idée de pousser les portes et de dire pourquoi je serais pas avec vous. Donc ça naît, mais petit à petit. Et donc en prépa, oui, c'est pas mon monde, mais si j'y suis, autant en faire quelque chose. Donc je suis aussi légitime que d'autres. Donc j'avais pas de problème de légitimité, mais par contre je le voyais dans vestimentairement, et le fait d'être boursier. Quand je recevais un chèque une fois toutes les fins de trimestre, en fait j'étais le seul. Et je me rappelle très bien, un collègue à moi me dit, il te paye pour faire prépa? Et je dis, oui, et pas toi. Et je le tournais comme ça à la rigolade en disant, t'es con, quoi. Moi, je me fais payer, pas toi. Bon, il a compris après, mais bon. Mais j'étais vraiment le seul. Donc, ça pouvait faire un marqueur, mais ça me gênait pas tant que ça. Par contre,
on m'aurait reconnu, d'ailleurs sur les photos, on peut me reconnaître pour deux raisons. D'abord parce que j'étais le plus grand en taille, mais aussi parce que vestimentairement, en fait, ça se voyait très bien que j'étais pas du tout d'une classe sociale très élevée à ce moment-là. J'ai ma première petite amie à l'époque que je connais en prépa, dont les parents sont adorables, mais sont d'une classe sociale plus élevée. Et là, je ressens les complexes, en fait, d'être quelque part, de faire partie d'une famille avec des codes sociaux qui sont pas les miens. Donc ils m'accueillent, tout va bien. Simplement, moi, je sens un malaise, en fait, de mon côté. Mais ça vient de vous, le malaise, plus que d'eux? Des choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas comment me tenir à table quand il y a 10 personnes. Est-ce que je dois commencer à manger avant, après, etc. C'est des codes de bienséance, de comportement qui sont différents quand vous êtes dans un milieu populaire. Et donc ça, je l'apprends. J'apprends aussi à faire ma cravate. Personne ne me l'a expliqué. Enfin, c'est des petites choses toutes simples. Ah oui. Mais j'ai 21 ans, je sais pas faire un nœud de cravate. Donc c'est eux qui me l'expliquent. Donc c'est des petits détails, mais c'est des petites choses, mais surtout dans le comportement. Donc vous intégrez une école d'ingénieur au bout de 3 ans de prépa? Oui. Il y a personnellement un drame qui se passe, enfin un drame, c'est la vie, c'est comme ça. Je perds mon papa en fait d'un cancer l'été où j'intègre une école d'ingénieur. C'est-à-dire qu'en fait je passe les concours, mon père fait sa chimio. Donc en fait je suis dans les conditions pour passer les concours qui sont pas les meilleures du monde. Ma mère est quasiment à l'hôpital, elle finira par y aller pour une hernie discale, et mon père en fait est à la maison à l'agonie en fait. Et c'est moi qui m'en occupe parce que ma mère est pas là. Et donc quand je passe mes concours, j'ai un peu la tête à ça. Donc je me retrouve en fait à avoir le choix de quelques écoles quand même, et je prends l'école de chimie de Lyon, qui est une bonne école sur le papier. Et aussi la deuxième bonne raison, c'est que je suis toujours avec ma petite amie de l'époque qui a un appartement et qui me fait qui m'héberge en fait. Au niveau financier, j'arrive à joindre les deux bouts comme ça. À l'époque, je fais du sport aussi et je fais des allers-retours Paris-Lyon que mon club de l'époque en fait me paye. Donc le TGV est payé, l'appartement est payé, la bourse en fait m'aide et en fait c'est une école privée, donc alors elle est privée, mais elle est super, donc je la prends. Et donc c'est important pour la suite parce que là je me trouve encore plus dans un autre monde parce que j'ai toujours fait du public et je me retrouve dans une école privée avec des amis à moi que je vois encore maintenant et qui sont d'un autre monde social que le mien. Quand j'arrive, en fait, je suis à part. Alors je suis à part physiquement et mentalement. Mentalement parce que je viens de perdre mon père, donc je suis choqué. Mais ça me donne l'énergie parce que je me dis, si je fais de la chimie et qu'il est mort d'un cancer, je vais faire des molécules, je ferai des médicaments et je vais sauver la planète. Je plaisante, mais c'était pas loin. L'idée, c'était, je vais faire quelque chose de ce que j'ai appris et allons-y. Donc, je me mets dans les études là, ce coup-ci, moi-même, à fond, et je fais de la chimie organique, ça s'appelle comme ça, et ça permet de faire des principes actifs pour les médicaments. Donc, je finis premier, en fait, chaque année, en fait, sur cette matière-là, mais parce que j'y vais, et parce que je suis poussé par ça. Donc je suis un petit peu à part parce que je travaille beaucoup. Géographiquement parce que j'habite avec mon ami qui est à l'extérieur de Lyon, mais assez loin. C'est-à-dire quand il y a des grèves de l'équivalent de la RATP, là-bas c'est la TCL, en fait je vais pas à l'école. Ou alors quand j'ai des soirées surtout, je pars à 22h parce que j'ai mon dernier bus ou dernier métro. Donc en fait pour sociabiliser avec les nouveaux, c'est pas évident. Ça en plus des différences sociales. Donc je me fais quelques premiers amis, parce qu'il y a un peu de tout quand même, qui m'emmène vers d'autres amis, etc. Et je finis par avoir un groupe d'une petite dizaine d'amis sur une promo de 50 personnes. Une fois que vous êtes diplômé, que se passe-t-il? Alors, d'abord, au milieu, j'ai fait mon service militaire. Et là, je me suis retrouvé avec des gens de toute classe sociale. Et j'ai rencontré des gens qui étaient d'un niveau social, alors encore plus bas que celui d'où je venais, ou du même. Donc ça faisait des ascenseurs sociaux assez intéressants. Et puis après, je suis reparti pour ma dernière année d'école. Donc, pour répondre à votre question, Anne-Cécile, après, quand je sors de l'école, j'ai pas de réseau. J'ai rien du tout. Donc, je repars à zéro. J'ai pas de stage qui m'attend. J'ai personne que je connais qui peut me dire, tiens, viens chez nous, ne serait-ce que pour 6 mois, etc. Donc là, vous êtes coincé entre 2 étages. Oui, complètement. J'ai un diplôme, je sais pas quoi en faire. La France est un pays qui est obsédé par le diplôme. Alors, j'en bénéficie parce qu'une fois que j'ai le diplôme, j'ai un sésame. Mais un sésame vers quoi, je ne sais pas. En plus du diplôme, pour réussir, il faut un réseau. Le réseau, il commence à venir beaucoup plus tard. Mais à l'époque, je ne l'ai pas. Ma mère ne gagnait quasiment rien. Donc, il fallait que je gagne de l'argent pour moi et peut-être pour l'aider un petit peu. Et on n'a pas de patrimoine, en fait, évidemment.
Je dis évidemment, mais je préfère le dire quand même. Donc en fait, j'ai rien sur quoi me reposer. Donc il fallait que je bosse le plus vite possible. Ensuite, je parle de plus en plus avec des personnes en France, en Italie, ailleurs. Je cite l'Italie parce que c'est un pays où je suis beaucoup allé aussi à cette période-là. Et se sort en moi cette idée que, en fait, le commercial, ça peut être vraiment quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Alors, la toute première entreprise que j'ai faite, je l'ai faite pendant 14 mois. C'était une PME, on était 12 et on vendait des pots de peinture. Donc, je peux vous dire que ce que j'ai fait avant, en prépa, tout ça, ça servait à rien du tout. Mais c'était très formateur parce que c'est du porte-à-porte. Et c'est dans la voiture et tout, là. C'est exactement. VRP dans la voiture avec les pots de peinture. La voiture 2 places et derrière, pas de banquette arrière, etc. Les pots de peinture. Exactement. Et là, vous vous êtes dit que c'était peut-être un peu dommage d'avoir fait toutes ces études. Absolument. Mais c'était bon parce que ça m'a permis d'abord de gagner un peu de sous, d'avoir une voiture, j'en étais tellement fier. Même si c'était bon, voilà, il y a mieux. Mais et puis d'avoir un téléphone qui faisait la masse de l'époque, c'est-à-dire 1,5 kg, je plaisante, mais bon, c'était énorme. Donc j'étais le roi du pétrole et surtout en fait j'avais une certaine liberté aussi. Avoir une voiture, c'était extraordinaire. Donc j'ai fait ça, je savais que ce serait temporaire. Exactement. Mais j'avais un CDI quand même, etc. Bon. Et puis là où vraiment j'ai commencé, c'est en 2000, tout rond. Là j'ai répondu à une annonce et je suis rentré dans quelque chose qui est lié à mes études, à savoir ingénieur commercial dans le monde du laboratoire que j'ai jamais quitté depuis. Et là j'étais avec des clients qui ça aurait pu être moi parce que on était dans le labo et je les conseillais sur des machines pour leur manip, leur recherche, etc. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai trouvé après? Alors après, à partir du moment où vous avez votre diplôme, moi j'ai pas ressenti du tout de rejet ou de quoi que ce soit de social, parce que les gens en fait me voient arriver comme un ingénieur chimiste, ils me demandent pas si j'étais pauvre ou riche avant. Tant mieux. Tant mieux. D'autres problèmes arrivent, mais pas ça. C'est quoi les problèmes? Quand on fait des grands meetings, etc., avec les cadres sup, j'ai toujours ce problème de comment je me positionne à table et je fais quoi, est-ce que je suis bien là, etc. Donc, j'ai pas de problème quand je bosse, mais j'ai plus un problème de représentation de quels sont les codes de bienséance. Ça me suit tout le temps. Même encore aujourd'hui? Non, un peu moins. Si, un peu, mais pas tant que ça. Moins quand même, j'ai plus l'habitude. Bienvenue dans l'ascenseur. Vous avez accédé à la propriété. Je sais que c'est important pour vous. On en avait parlé quand on avait préparé l'entretien. Racontez-nous, parce que ça semblait être vraiment très important dans votre ascension sociale. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un appartement qui est rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est pas n'importe quelle adresse. Et par rapport à ce que vous nous avez raconté de vos débuts dans cet appartement avec vos parents où il n'y avait même pas l'eau chaude, vous avez fait un sacré chemin. À chaque fois que j'ai fait un achat immobilier, j'ai pris aucune plus-value, mais j'ai rien perdu. D'accord. Donc, pour arriver ici, j'avais un apport minime de quoi payer le notaire, pour faire simple. Et donc, j'ai tout emprunté à la banque, donc avec le stress qu'on me dise non. Quand je suis arrivé ici, même si j'étais pas sûr du tout de pouvoir le financer, j'ai fait une offre au prix. J'ai dit oui, de suite, sans réfléchir. Je me suis dit ok, c'est nickel, ça a été repeint, le parquet, le truc, l'endroit, c'est super. Je me suis dit, de toute façon, ça passe pas, tant pis, j'essaye. Puis si je l'ai, je perdrai pas d'argent parce que la rue, parce que ici l'immobilier, ça prend plutôt que ça perd. Donc voilà. Donc et puis derrière, c'était un clin d'œil avec ce que j'ai vécu petit. Peut-être le lien aussi qu'on peut faire. Il y a une cour en bas quand vous êtes arrivé. J'avais la même cour, la même superficie dans l'appartement où on était avec mes parents quand j'avais quelques années. Mais à l'intérieur, c'était moins bien. Il n'y avait pas d'eau chaude, comme je l'ai dit, etc. Là, maintenant, il y en a. Mais cette cour, en fait, me fait penser à quand j'étais petit. Alors, pas tous les jours, mais c'est la même cour, la même surface, pavée, etc. Donc, l'environnement est à peu près le même, sauf qu'on était dans un appartement qui était vraiment pas terrible. Mais le fait d'être là, oui, ça m'émeut pas, mais ça me fait plaisir, oui, ça me fait très plaisir. J'ai fait venir mes enfants ici. Ma fille, à l'époque, avait 13 ans et mon fils 10 ans. Et ma fille a une petite larme parce qu'elle a senti, en fait, l'émotion. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi de vous en tant que père? Parce que quand on a une enfance comme celle-là, comment on est comme papa? Moi, j'ai la chance d'avoir une fille et un garçon. L'idée, c'est qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire sans pression scolaire, mais qu'ils le fassent bien.
Ils peuvent être boulangers s'ils veulent, qu'ils soient le meilleur boulanger du coin. Bon, il se trouve que mon fils en fait a des résultats corrects, mais pas exceptionnels. Ma fille a des résultats depuis petite très très bons, et elle a fait une prépa, elle est passée par Henri IV. Et donc l'idée qui était derrière, en fait, c'était de l'amener vers les bons lycées assez tôt, dès la seconde, pour pas qu'il y ait l'écart que j'ai connu moi. C'est-à-dire qu'elle se retrouve pas en banlieue à être une très bonne élève, et que par chance, elle rentre dans un lycée parisien et qu'elle reprenne un mur. Elle a eu Henri IV, et Henri IV, par contre, elle était en milieu de classe. Et là, en fait, maintenant, elle est à Centrale, donc... Elle a intégré Centrale. Oui, elle a choisi d'être à Lille, elle avait Lyon, elle avait pas Centrale Supélec en région parisienne, mais elle m'a dit, même s'ils me prennent à Centrale Supélec, je vais pas, je préfère Lille, et je suis bien là où je suis. Donc, d'autres problèmes se passent, c'est-à-dire qu'ils sont 15% de filles là-haut, à Centrale Lille. Dans la prépa, ils étaient 48 élèves à Henri IV, 4 filles. Oh là là. Donc c'est d'autres choses en fait qui se jouent, et ce qui amène moi mon bénévolat et mes actions sur l'égalité des chances et l'égalité homme-femme sont mes 2 sujets de prédilection. Et il y a encore beaucoup de choses à faire dans plein de domaines pour les filles notamment, et pour les minorités en général. Donc voilà, j'essaie d'être un papa qui guide mais sans forcer. On n'a pas tellement parlé de votre métier aujourd'hui, votre boulot aujourd'hui. Alors, j'encadre des équipes depuis maintenant une grosse quinzaine d'années. Parce que je m'appelle Milosav Botella peut-être, mais en tout cas, j'aime bien la diversité. J'aime bien aussi un peu casser les codes, pas trop. Mais la diversité, pour moi, elle est pas simplement homme-femme, même si c'est très important, elle est aussi dans l'expérience. J'aime bien avoir des gens qui ont 20 ans de boîte et d'autres 20 jours de boîte. J'aime bien cette émulation. J'aime bien aussi faire le meilleur d'un pays par rapport à un autre pays et apporter ce qu'il y a de mieux ailleurs. Donc j'aime bien ces mélanges-là. Je pense aussi que on en parlait avant l'émission, mais il y a un travail qui a été fait. Il y a des travaux qui ont été faits sur les leaders atypiques et sur les patrons en fait atypiques qui justement ont vécu des stigmates petits, et certains sociologues se sont demandé s'ils étaient des leaders différents, voire de meilleurs leaders que d'autres. Et il y a la thèse d'un des sociologues qui s'appelle Norbert Alter, qui a enseigné à Dauphine, et qui dit, lui, que par exemple, pour tout ce qui est thème comme la RSE, un patron qui vient d'une classe sociale plus basse et qui devient un patron a un peu un pied dans chaque, et peut comprendre les impacts sociaux d'une politique plutôt qu'une autre, plutôt que quand tout a été linéaire, que vous avez fait l'ENA, etc., et que vous voyez les choses sur un fichier Excel. C'est très caricatural, mais c'est un peu l'idée. Et alors, c'est quoi le prochain étage pour vous, Milosav ? Alors, je rêve secrètement, mais alors je me mets pas de barrière, mais il faut être réaliste quand même. Je rêve secrètement d'être ministre de l'Éducation. Ça, c'est un rêve. Donc, vous voyez, faut rêver grand quand même à un moment donné. Alors, à ce qui paraît, la place est déjà prise, mais quoique il y a des polémiques en ce moment. Donc, il y a un turnover assez important. Oui, donc... je sais bien. Si jamais je l'étais, en tout cas, je vais rester modeste, et pour l'instant, mon discours est vraiment, on en avait parlé, universel. C'est-à-dire, je n'aime pas les clans, j'aime bien faire des ponts. J'aime beaucoup être... donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle D'une classe à l'autre. Et d'une classe à l'autre, c'est pas je monte et je reste là-haut, c'est vraiment un aller-retour. Justement, ça m'amène à une autre question qui est, en général, quand on monte dans l'ascenseur social, on s'éloigne de son milieu d'origine. Donc, est-ce que vous avez eu le sentiment de vous éloigner de votre milieu d'origine, et que ça vous procure des conflits de loyauté interne ou des choses comme ça? Comment vous avez vécu ça? Quand j'offrais quelque chose à ma mère et qu'elle le mettait jamais parce que tu m'as acheté un truc à 200 €, mais t'es malade, il y a un rapport à l'argent qui est complètement différent. Oui. Quand vous gagnez bien votre vie, 200 €, c'est 200 €, mais ça va. 200 € pour ma mère, c'est un demi-mois de salaire à l'époque. Donc c'est quelque chose de tu ferais mieux de mettre cet argent ailleurs. Donc le rapport à l'argent peut poser problème. Deuxième problème personnel, moi, avec ma famille en Serbie, où la qualité de vie, disons que le pouvoir d'achat est très différent. J'ai fait venir les filles d'une de mes cousines ici, dans l'appartement, en plein centre de Paris, pendant 15 jours. L'aller-retour en avion, c'était 500 €. Pour eux, c'est 6 mois et demi de salaire. 500 €. Et là, vous vous dites, est-ce que je le fais? Et je sors 500 € comme ça, qui pour moi est tout à fait abordable pour 15 jours pour elles, ou
est-ce que j'ai un problème avec ça parce que c'est trop choquant pour eux. C'est comme si moi, vous m'offriez 6 mois et demi de salaire. Vous auriez peur qu'on on dise que vous étalez votre argent ou quelque chose comme ça? Alors oui, mais surtout, t'es vraiment d'un autre monde. T'es plus de chez nous en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de ça. Tu nous échappes en fait. Il y a quelque chose de la trahison. De la trahison et puis de t'es de la famille, mais sur le papier, là t'es parti dans un autre monde. Voilà. Donc ça peut arriver. Je l'ai ressenti un peu, donc avec ma famille encore vivante, parce que mes parents sont plus là. Mais bon, ça va. En discutant, ça va. Comment on se réconcilie avec toutes ces parties de son histoire, justement? Comment on réconcilie ces mondes différents qui nous constituent? Alors, pour ma part, personnellement, en essayant, c'est un long chemin d'être moi-même, c'est-à-dire d'être bien avec moi-même. Et moi, je suis bien avec à peu près toutes les classes sociales, du coup. Alors, même si je sais plus trop où mettre ma fourchette quand je suis dans un club haut de gamme, comme je disais, j'ai encore ce lien entre les ouvriers qui viennent peindre le bâtiment où j'habite, et le concierge, et puis je sais pas moi, des chefs d'entreprise. Ça c'est pas le souci. Ensuite, en donnant du temps en bénévolat, en étant quelque part en redonnant en fait à d'autres et aux jeunes, parce que c'est aussi une des questions, peut-être un espoir ou une petite lueur, en fait, quelque chose qui peut-être aidera. Donc l'idée, ça passe par l'altruisme quelque part et la transmission. En tout cas pour moi, c'est ça. Bienvenue dans l'ascenseur. Si vous regardez en arrière, y a-t-il eu des gens qui vous ont soutenu, qui ont joué un rôle dans votre ascension sociale? Dans l'école et en dehors de l'école. Je vais commencer par l'école. Dans l'école, il y a des bonnes fées. Et on va les appeler comme ça, et des moins bonnes. Cette prof de maths qui m'a vu changer, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a donné des exercices, fait partie des gens qui ont cru en moi au lycée. Puis le prof agrégé de terminale qui m'a fait une lettre en fait de recommandation. Quand vous êtes agrégé, que vous avez une lettre, vous dites bon, je rêve ou quoi là, mais il croit en moi un peu trop là, c'est pas possible. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autocensure, mais quelqu'un croit en vous. Il y a une idée de transmission. Donc on peut le faire avec ses enfants, mais on peut essayer de le faire aussi de façon plus large. Donc moi, ça m'a amené en fait aux entretiens de l'excellence. Donc les entretiens de l'excellence, comme vous le savez, Anne-Cécile, c'est une association en fait qui principalement s'occupe des enfants au collège et lycée, avant le bac, avant Parcoursup, qui emmène ces collégiennes et ces lycéennes dans des endroits en fait prestigieux, on va dire. Donc à Paris, ça peut être la Sorbonne, ça peut être Sciences Po, etc. Dauphine. Ou Polytechnique, etc. Et puis en région, donc il y a 40 villes en France, les dom-tom aussi, et puis maintenant l'Afrique francophone. L'idée en fait, c'est de rencontrer, que ces jeunes rencontrent en fait des personnes qui, si possible, auxquelles elles vont s'identifier, qui ont des parcours pas linéaires, mais qui peuvent expliquer leur chemin et qui peuvent aussi inspirer et dire voilà, maintenant je suis là. Et c'est possible. Donc voilà, je fais partie de cette association qui est vraiment très intéressante. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le pays pour que ce soit plus facile pour les jeunes? Alors, on peut changer au niveau individuel et macro. Donc je vais répondre au niveau macro. Au niveau individuel, on vient d'en parler, pour les entretiens d'excellence, chacun peut s'engager. Ensuite, au niveau macro, il y a un problème qui est lié à l'orientation. C'est-à-dire que moi, quand on me dit tu devrais faire un BEP, tu es nul, j'aurais pu laisser ma peau. Donc il y a un travail de formation à faire du personnel encadrant pour que les élèves en fait soient orientés correctement. Un point très important, il manque de filles dans les filières scientifiques. Et on sait, quand on s'intéresse un peu au sujet, que c'est beaucoup lié à des stéréotypes. Là, c'est des stéréotypes de genre plutôt que des stéréotypes sociaux. Et les filles étant assez bonnes dans tous les domaines, on a tendance à leur dire si tu doutes un peu des maths, fais un peu d'histoire, fais un peu d'économie, fais un peu d'autres choses. Et donc vous perdez des filles qui auraient pu être des bonnes ingénieures un peu plus tard. Ensuite, il faut, à mon sens, travailler sur la mixité sociale. Donc il ne s'agit pas de mettre tout le 93 à Henri IV, c'est pas l'idée.
Il faut de la méritocratie, il faut aussi un mélange des deux, c'est-à-dire que vous pouvez pas laisser les gens dans des ghettos, c'est pas possible. Moi, je l'ai vécu moi-même parce que je disais que j'allais pas à Paris. J'ai un chiffre en tête, dans les grandes écoles comme Polytechnique, vous avez 1,1% de fils d'ouvriers et encore pas de filles, 1,1%, c'est-à-dire qu'il y en a pas en fait. Enfin, il y en a un tous les je sais pas combien de temps. Il y a des efforts qui sont faits au niveau des écoles, mais avant, il y a des choses à faire dans la mixité. Demain, un jeune vient vous voir, comme ils viennent nous voir aux entretiens d'excellence. Mais qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil autre que l'orientation, bien sûr, mais des conseils plus de comportement ou je ne sais pas, enfin, ou d'amitié, de psychologie, peu importe, mais voilà. Ok. La chose sur laquelle j'insiste en général, et je le vois moi quand je recrute des jeunes, je regarde pas tant les diplômes que la niaque. La niaque. Donc ce mot-là, il est important. Et la niaque, je peux la trouver chez des migrants qui traversent la Méditerranée et qui essayent d'échapper à une condition. Je peux les trouver dans le même pays par des gens en fait qui ont plein d'énergie, mais qui sont assignés à résidence, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont dans les endroits où on n'en sort pas. Donc la niaque pour les jeunes, c'est important. C'est même indispensable pour ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de capital social ou culturel. C'est très important. C'est pas donné à tout le monde, donc ça veut dire que ça passe aussi par l'amour des parents. Donc là, je m'adresse plutôt aux parents, c'est-à-dire que si j'ai pas de capital culturel, mais que je suis aimé, ça a été mon cas, je suis assez bien parti dans la vie. À l'inverse, c'est faux. C'est-à-dire si j'ai tout le capital du monde, mais que j'ai une faille quelque part, manque d'amour, je ne sais quoi, de la part des parents, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup, Milosav. Merci Anne-Cécile, c'était un plaisir pour moi. Bienvenue dans Merci. l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Milim pour Actuali. Montage, Elisa Azogui-Burlac. Mixage et musique, Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.